L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition spéciale de l'émission du Guide de l'auto cette semaine en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau, Gabriel Gélina et Marc Lachapelle qui est au bout du fil. Un fil peut-être un peu instable, on verra au cours de l'émission si ça va bien parce que semble-t-il qu'à Longueuil, au moment d'enregistrer, il n'y a pas d'électricité. Alors, on compose avec la situation en ce moment, mais on ne voulait pas rater la chance d'avoir Marc Lachapelle en notre compagnie pour cette émission spéciale, puisqu'évidemment, on a appris aujourd'hui. Et là, je dis aujourd'hui, on enregistre le jeudi, bien sûr, pour l'émission du samedi. Alors, on a appris aujourd'hui le décès de Jacques Duval, qui aura été évidemment le mentor de l'ensemble des chroniqueurs automobiles au Québec, parce qu'il a pavé la voie du métier qu'on pratique aujourd'hui. Et à ce sujet, des fois, quand on l'appelait le doyen des chroniqueurs automobiles, lui répondait non, le pionnier. Ah, OK, d'accord. Parce qu'il avait pour te donner un peu l'esprit du bonhomme. Oui, mais parce qu'il avait un français impeccable, il faut aussi souligner absolument. Ça. Marc, bon, évidemment, Jacques Duval est décédé à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie. Moi, j'ai tenté à quelques reprises au cours des dernières années d'avoir une conversation avec lui, ce qui n'était pas nécessairement facile. Parkinson, Alzheimer, il y a eu beaucoup de problèmes de santé. Je pense que ce qui lui a fait mal aussi, c'est de perdre son permis de conduire il y a quelques années. Alors ça, c'est sûr que quand tu t'appelles Jacques Duval et que tu n'as plus de permis de conduire, ça fait mal. Marc, peut-être un mot pour tracer l'histoire de Jacques Duval. Il est né en 1934, fils unique. Les grandes lignes de Jacques Duval, avant qu'il soit connu du grand public, ça serait quoi, selon toi? Ben, tu étais bien parti, là. Il a fait carrière. En fait, c'est un fou, un passionné de radio, bien longtemps avant de devenir un passionné d'automobile. Puis je sais que pour avoir lu moi aussi son autobiographie qu'il avait intitulée un peu avec un clin d'œil. Autobiographie, évidemment. Je me rappelle d'avoir lu, si mon souvenir est bon, là, qu'il faisait des émissions, il s'installait à l'étage dans la maison, puis il diffusait une émission, il faisait sa propre émission de radio qui était diffusée au rez-de-chaussée ou quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, c'était... La première ligne directrice, c'était ça. C'était la passion puis l'intérêt pour la radio. Puis c'était la voie qui l'a mené justement dans le monde des médias, où est-ce qu'il a quand même travaillé beaucoup et longtemps, où est-ce qu'il a forgé les outils qu'on a découverts quand on l'a entendu parler d'automobile, mais qui avait façonné là, longtemps auparavant, dans toutes sortes de domaines. On connaît aussi son intérêt pour la musique. Ouais. C'est ça. À ce sujet, d'ailleurs, Marc, on parlait tu nous racontes l'histoire qu'il faisait ses propres émissions de radio pour lui-même, là, comme pour se pratiquer, mais dès l'âge de 16 ans, il était en ondes sur une station de radio à Québec. Ben voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Des animateurs de radio à l'âge de 16 ans, moi, je n'en connais pas beaucoup, mais c'est vraiment là qu'il a commencé. C'est véritablement à la radio à Québec, puis par la suite à la radio à Montréal. Tout à fait. Montréal, c'est ça. Puis il raconte il me semble que c'est là que j'ai lu ça, appris ça, que sa mère était partie de Lévis, et puis est allée à Montréal, est allée toucher un mot à M. Jack Teitelman, de mémoire, là, qui était le grand patron de CKVL. Il me semble qu'elle avait intercédé, là, elle était allée parler de son fils à Montréal, mais je pense que ça va peut-être aider à ouvrir ou entrouvrir une porte pour lui dans le grand marché, finalement. CKVL, c'était quand même une puissance à la radio à l'époque. Et les choses se sont enchaînées, mais il a fait du cabaret, il a fait... Oui, surtout ça aussi, parce qu'on parle de sa carrière comme à la radio et tout, mais c'était aussi ce que l'on appelait à l'époque un fantaisiste, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des spectacles dans des cabarets. Il y avait
numéro dans lequel il essayait de deviner ce que quelqu'un avait dans ses poches ou dans sa main. Avec son fameux numéro. Voilà, exactement. Et il y avait un complice dans la salle. Ce qui devait être encore plus difficile en noir et blanc. Tout à fait. Donc il y avait véritablement un peu cet esprit de showman. Ouais. Et d'ailleurs, quand il est arrivé à Télémétropole pour son émission Le cimetière du disque, où il faisait tourner des disques qui étaient sortis cette semaine, et là, il décidait si oui ou non ça passait le test. Et il n'hésitait pas à fracasser justement un disque parce que selon lui, il n'était pas assez bon ou quelque chose comme ça. Et ce concept-là, du cimetière du disque qui a été repris plus tard par Claude Rajotte à Musique Plus, avec le cimetière du CD, puis ces jours-là. Alors, tout ça pour dire qu'avant même d'être un chroniqueur automobile, avant même de s'intéresser à l'automobile, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait toujours pas de permis de conduire. Là. Et il était d'abord et avant tout un animateur, puis il était un peu un showman. Il a vraiment été une vedette québécoise. Ouais. Puis moi, évidemment, j'ai connu Jacques Duvall grâce au Guide de l'auto, mais c'est un peu mon père qui m'a éduqué sur son historique, parce qu'évidemment, contrairement à vous deux, messieurs, je n'étais pas de ce monde à l'époque où il animait ses émissions. Moi non plus, mais... Quand même un peu plus que moi, là. Essaye pas. C'est pas parce que j'ai plus de cheveux blancs que bon. Mais cela étant dit, évidemment, mon père qui était musicien, lui, m'a appris que Jacques Duvall, c'était aussi un grand amoureux de la musique, notamment de la musique française. Il avait une collection et un savoir exceptionnel sur la musique française. Et c'était une de ses grandes passions, là. Oui, c'est sûr. Et puis... on parle de musique et tout ça. Moi, je me souviens d'avoir été à des lancements de voitures et d'avoir roulé avec Jacques Duvall, puis d'écouter de la musique avec lui pendant qu'on roulait, puis de lui faire découvrir des disques. Parce qu'à cette époque-là, on traînait souvent des CD là, avec nous dans nos valises pour écouter de la musique, notre musique, quand on était... Voire même lancement. Des cassettes. Oui, exactement. Puis je me souviens de lui avoir fait découvrir des groupes anglais, des groupes américains, des choses comme ça. Puis il y avait une appréciation pour la qualité des enregistrements, là, juste à écouter quelque chose dans une auto, là, et de discerner c'était effectivement un mélomane. Hugues, bon, évidemment, Jacques Duvall était un peu plus loin de toi qui étais en Europe à l'époque. Par contre, Jacques Duvall avait une idole qui était européenne, et c'est évidemment Paul Frère, qui l'a inspiré à son tour pour bifurquer vers le métier de chroniqueur automobile. Absolument. Paul Frère, tu l'as lu, sans le connaître personnellement, tu comprends très bien d'où vient l'inspiration. Parle-nous un peu du bonhomme. Le bonhomme, c'était un pilote, il a gagné les 24 heures du Mans en 1960. Ensuite, il est devenu journaliste et c'était un des grands journalistes mondiaux puisqu'il n'écrivait pas que en Europe. C'était un des grands collaborateurs du journal belge Le Moniteur Automobile. Ouais. Mais il écrivait aussi pour Road & Track aux États-Unis. Il écrivait au Japon. C'était un très très grand érudit de l'automobile, très technique, et il faisait des papiers d'une très grande complexité concernant la technologie automobile. Et effectivement, tant par son palmarès que par son savoir, et c'était aussi un grand gentleman. Faut le dire, tant par son palmarès que par son savoir, c'est vrai qu'il avait un côté impressionnant et il s'est lié d'amitié avec Jacques Duvall, et je pense que Jacques, à sa façon, a essayé un petit peu d'émuler le parcours de Paul Frère. Jacques Duvall était, on peut pas dire ça, là, mais je pense que Jacques Duvall était en quelque sorte c'est-à-dire, sans être le dauphin de Paul Frère, parce que je ne l'exprimerai pas comme ça, il a fait sa carrière parce que Paul Frère est passé avant lui. Il a été une grande source d'inspiration pour lui, là, littéralement. Oui, un peu à l'image, une carrière qui était un peu à l'image de celle de Paul Frère en Belgique. Et quand Jacques Duvall a commencé à faire de la course automobile ici au Québec, tout de suite, il s'est procuré une voiture qui était très performante, qui était une Porsche 914. Et avec ça, il a gagné plusieurs championnats de voitures de production au Québec, là, entre 64 et 71, si ma mémoire est bonne. Puis, il a même remporté dans sa catégorie le tout premier Grand Prix de Trois-Rivières en 67. Et par la suite, même, il a fait partie de l'équipage gagnant dans la catégorie GT des 24 heures du Mans en 71. C'est donc, quand il s'est mis à la course automobile, au sport automobile... Il s'est découvert un talent. Exactement. Il s'est découvert un talent, il s'est découvert une passion aussi, parce que, à cette époque-là,
C'était pas simple. Il fallait aller chercher une voiture, il fallait la monter. Il y a très peu Quand de gens même qui plus simple qu'aujourd'hui, je te dirais. Mais plus accessible, en tout cas. Mais ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que cette fameuse Porsche 914, il a toujours regretté de l'avoir vendu. Et pas plus tard que l'automne dernier, quand j'étais au circuit de Laguna Seca pour les courses historiques du Monterey Car Week, j'ai vu cette voiture-là, qui aujourd'hui est la propriété d'un collectionneur américain qui a plusieurs voitures de compétition et qui encore la fait rouler sur des circuits dans des courses historiques avec le lettrage équipe Jacques Duval sur la voiture. Alors, c'est exceptionnel. C'est assez incroyable de voir que cette voiture-là roule encore quelque part aux États-Unis et qu'il y a un passionné qui continue de l'entretenir et d'en profiter finalement. Marc, toi aussi, tu as été témoin, évidemment, de ces prouesses en course automobile. As-tu des souvenirs rattachés à ça? Ben moi, c'est des souvenirs, ça, qui étaient des souvenirs à distance. Mais j'allais dire, quand Gabriel mentionne qu'il regrettait d'avoir vendu la 914, il a franchement regretté beaucoup plus amèrement d'avoir vendu sa 904. Oui, ça, c'est ça. Qui est encore plus célèbre, qui vaut des millions. Il en pleurait presque. À chaque fois qu'il en parlait, il en a parlé. Si ma mémoire est bonne, il avait vendu ça 12 000 $, un truc comme ça, puis ça vaut aujourd'hui plusieurs millions. Oui, exact. C'est plusieurs millions. Puis je pense que la première course, on parlait du Grand Prix de Trois-Rivières, je ne sais pas si c'était pas plutôt dans une 906. Il y a eu aussi une Carrera 6 qui était une de mes voitures fétiches. Moi, j'étais un lecteur de Road and Track puis Car and Driver déjà à l'époque, en adolescent qui aime les affaires à moteur. Puis, puis après ça, il est allé chercher, il est allé vers la 911, puis la 911, il n'y avait pas n'importe quelle 911. Il y avait une 911 avec des composants, avec des pièces qui venaient directement de Zuffenhausen, ou de Weissach directement. Il est allé chercher quand même des mécaniques d'exception. Mais je pense que dans l'initiation, peut-être qu'on saute une étape. J'essaie de le souvenir et c'est un peu vague, mais je sais que souvent ça a été raconté. Alain Stanquet, qui est éditeur, qui était le même animateur. Absolument, tu as raison. De grand talent. Puis je pense qu'Alain Stanquet, qui l'a intéressé, il s'est retrouvé avec une Alfa Romeo. Puis il me semble que sa première course était sur, je pense que c'était à Saint-Eugène, qui était une piste qui était tracée sur un ancien aéroport comme des dizaines de circuits en Amérique du Nord. Puis il me semble que c'était une Alfa Romeo. De souvenir, corrigez-moi là, si vous avez... Évidemment, la course n'a pas été terminée parce que c'était une Alfa Romeo, mais il s'est dit, et si ça se pouvait qu'une course se termine? Alors il est allé vers la Porsche. Vers plus fiable, effectivement. Oui, c'est ça. Je me souviens, messieurs, peut-être que vous avez souvenir de ça, de feuilleter les pages du Guide de l'auto, et je ne saurais pas vous dire quelle édition, et de voir une Corvette du milieu des années 70 complètement fracassée sur un mur. C'était quoi cette histoire-là? Bon, je pense que le gars s'appelait... C'est-tu Bob Greenwood, ou je mélange peut-être avec... c'est un pilote canadien, mais peut-être que Greenwood, c'est un pilote américain. Je mélange peut-être comme pilote de Corvette. C'est drôle parce que j'en ai parlé avec un ami commun qui connaît bien... c'est Claude Carrière, pour le nommer, justement, Claude Carrière, qui est un grand ami de Jacques, qui a participé à un paquet de matchs comparatifs qui était... Bon, en tout cas, bref, un grand ami du Guide de l'auto. Et très récemment, j'en ai parlé avec lui parce que j'ai vu, on parlait des plus récents souvenirs de M. Duval. Puis, je l'ai rencontré en dehors du monde de l'automobile. Là, on a eu on s'est rencontrés, Claude, puis Jacques, et moi, on a parlé de toutes sortes de choses, mais il y avait été question... Parce que moi, j'ai vu, j'en ai parlé, évidemment, ça m'est revenu, ça. M. Duval était... On sait quelle somme de travail ça exige faire le Guide de l'auto. Imaginez à l'époque, quand on est plus maintenant, parce que plus de voitures, mais il se donnait... Moi, je l'ai vu à la fin de la période, puis ça, c'est pas des choses qui ont été publiques, là. Je l'ai vu chez lui, puis franchement, là, exténué. Puis aussi... Il y a eu vraiment des malaises au dos qui ont duré des années. Claude m'a appris ça. Moi, j'avais jamais fait le lien ou jamais.
ça m'a jamais été mentionné. OK. Il y a eu une sortie de piste violente au circuit Sainte-Croix avec la fameuse Corvette qui était vraiment surpuissante. Ouais. Je crois que les freins ont lâché et puis il s'est blessé à ce moment-là, puis ça aurait été... je regardais la Corvette puis je me disais que c'est le mur qui avait gagné, c'était pas la voiture. Fait que certainement que, que le conducteur devait avoir souffert aussi, là. Oui, ça, en fait, c'est ça. Moi, je ne savais pas que ça avait eu un effet. Ouais. Oui, non, c'est ce que je voulais dire, c'est que... Oui, il a souffert de ça pendant de nombreuses années, en fait, pour le restant, pas mal le restant de sa vie, parce que je me souviens quand j'étais à l'école de pilotage, puis il venait conduire les Formules Ford, puis les Formules 2000 sur le circuit du Mont-Tremblant. Il pouvait faire peut-être une quinzaine de tours, puis après ça, il fallait qu'il sorte de l'auto, là, parce qu'il est en douleur. Puis évidemment, une voiture de course comme une Formule Ford, une Formule 2000, on s'entend que c'est pas le confort d'une voiture de luxe. Tu es assis sur le plancher de la voiture, tu as le dos sur le réservoir d'essence. Tu es assis sur l'asphalte, et puis il n'y a pas exact. Y a pas de, il y a la vibration, tout ça. Mais il voulait absolument... rouler avec une vraie voiture de course sur le circuit. Évidemment, il a pris sa retraite depuis longtemps, mais il voulait revivre ce feeling-là, là, ces sensations-là. Mais c'est son dos qui était la limite là, pour lui, là, la douleur. Il est quand même revenu en course. Oui, absolument. Il est revenu en course durant sa période où il était porte-parole pour Ford. Il a fait de l'endurance en Escort GT avec, je pense qu'il était avec Mario Vallée. Mario Vallée qui a été un complice là, de plusieurs de ses aventures. Je l'ai vu rouler en Renault 17, il me semble que c'est une Renault 17, à Sonnerre là, avec cette voiture-là. Alors, mais il a fait des tentatives de retour en course. Ouais. Mais ses victoires les plus mémorables, ça serait quoi? Ce serait défdéfinitivement les 24 heures de Daytona en 71. Ouais. C'est quand on regarde le palmarès, quand on regarde... Il est aussi allé, je pense, conduire évidemment aux 24 heures du Mans, mais il n'y a pas eu de bons résultats là. Mais d'avoir remporté les 24 heures de Daytona en catégorie GT, ça, c'est un exploit. Le seul fait d'avoir couru aux 24 heures du Mans, c'est assez mémorable. Tu l'écris dans ton CV. Oui, tout à fait. C'est considéré, sa victoire à Daytona avec Georges Nicolas et avec Bob, c'est-tu Bob Sharp? Pas Bob Sharp, mais un Bob en tout cas. C'est considéré qu'il s'est présenté comme la première victoire d'un Canadien dans une épreuve internationale. Les 24 heures de Daytona, c'est quelque chose de sérieux, là. Mm-hmm. C'est une épreuve d'endurance qui n'est pas au solstice d'hiver, mais il y a beaucoup plus de pilotage dans l'obscurité. Tandis qu'aux 24 heures du Mans, c'est pratiquement le contraire. Hein? C'est les nuits pratiquement les plus courtes. Alors, c'est très, très difficile. Puis, ils ont vraiment réussi un exploit remarquable cette fois-là. Je veux maintenant passer au guide de l'auto, à l'arrivée du guide de l'auto qui s'est fait en 1967, à l'époque où ça avait presque... C'était pas plus gros qu'un TV Hebdo, là. C'était un petit format. C'était les débuts du guide de l'auto. Comment tout ça est arrivé? Moi, je connais la réponse, mais Marc, évidemment, t'as été pas aux premières loges, mais tu as probablement été un de ceux qui se l'est procuré à l'époque, le guide de l'auto. En 1967, tu étais adolescent, bien sûr. J'avais 15 ans, regarde. Bon, c'est ça. Alors, tu sais, c'était quand même quelque chose de sortir ça à l'époque, mais d'où est venue l'idée, puis comment ça a commencé? Mais ça, c'est une histoire c'est une belle histoire à part ça. C'est une histoire qui a été racontée, que lui a racontée maintes fois. Mm-hmm. Il n'a jamais cessé, ou il a maintes fois raconté la genèse du guide de l'auto. Il faut savoir, évidemment, je pense qu'on a parlé de l'émission Prenez le volant à Radio-Canada, c'était marquant. Pour moi, c'était marquant. Comme adolescent, de voir Jacques Duval avec un Charger Daytona en plein dérapage dans les deux premiers virages du circuit Mont-Tremblant qui étaient assez vertigineux, merci. Et pour ceux qui veulent voir cet extrait-là, je vous invite à aller voir ma page YouTube. J'ai partagé ça récemment sur ma page YouTube. C'est une pièce d'anthologie. Ah oui, absolument. Encore aujourd'hui, c'est exactement... Puis c'est pratiquement encore un modèle, cette émission-là, la qualité des prises de vue. Puis pour l'époque. Pour l'époque. Moi, je me mets à la place du caméraman qui devait vomir sa vie à essayer de suivre cette voiture-là. Je suis pas capable de m'imaginer la technique qu'on utilisait pour filmer à l'époque. Ben écoute, ça, Jacques Duval l'a raconté. Entre autres, j'oublie, il y avait un gars qui est devenu un bon ami pour lui.
dont le prénom était Ken. C'est un caméraman. Puis ils ont monté, littéralement, comme on dit au Québec, ils ont modifié une familiale. Il y a un arceau de sécurité, une espèce de cage qui a été ajoutée à l'intérieur. Puis ils ne suivaient pas la voiture. Il y avait une voiture qui précédait. Alors, il y avait une voiture qui précédait à un rythme suffisant pour que on voit souvent des essais où est-ce qu'on sait très bien, on fait le métier, nous on le sait, la voiture ne roule jamais à la hauteur de son potentiel, mais ils ont trouvé le moyen, avec les techniciens de Radio-Canada, puis des caméras qui étaient gigantesques à l'époque, ça donnait des images fantastiques qui étaient la plupart du temps sur la trame sonore, la musique du film Grand Prix, qui était un grand classique à ce moment-là. Non, ça, c'était impressionnant. Puis tout ça pour en venir à dire, bon, l'idée de faire un guide de l'auto, c'est venu sans doute dans une conversation quotidienne, peut-être à la table du déjeuner. C'est Monique, qui était la compagne, qui était l'épouse de Jacques Duval à l'époque, qui a dit, qui était brillante d'ailleurs, qui était une femme extraordinaire, qui lui a suggéré, pourquoi Jacques, tu colliges pas? Il savait évidemment, on l'a déjà vu à la caméra, les essais qu'il préparait, qu'il livrait au guide de l'auto, il les préparait avec des fiches, des cartons, là. On a toujours vu ça. Puis, elle lui a dit, pourquoi tu prends pas tes fiches puis que tu n'en fais pas quelque chose, peut-être combiner tout ça, colliger tout ça pour en faire un livre. Mais en gros, c'est ça qui a donné naissance au guide de l'auto, dans l'édition qui n'est pas millésimée, parce que le guide 68, c'était le guide de l'auto. Oui, c'est ça. Au départ, ça devait être un one-off. Ça devait être juste une édition unique et c'était pas prévu d'en faire. Ben c'est ça, mais les 57 éditions suivantes ont été numérotées, du gravy, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est ça, exactement. Évidemment, plus les années se sont succédées, plus la quantité de voitures dans le livre a grimpé, parce qu'au début, évidemment, c'était uniquement les essais qu'il réalisait dans le cadre de l'émission Prenez le volant, donc une trentaine d'essais. Exact. Mais est arrivé un point, à un moment donné, à la fin des années 70, où là, la totalité des véhicules vendus sur le marché canadien était présent. Même certains véhicules un peu champ gauche, là, des véhicules plus artisanaux qui se sont retrouvés dans le guide de l'auto certaines années. Mais ça a été une évolution à pas de géant, parce que si on regarde, par exemple, l'édition 1972 ou 73 du guide de l'auto versus la première, c'est 4 fois plus gros. Là. Évidemment, aujourd'hui, c'est un format assez standard. On a 704 pages depuis plusieurs années. C'est ça. Mais on était loin du compte lors de la première édition. Les pages ont grossi régulièrement, puis il y a vraiment eu un bond en avant avec un changement de format en 77. Ouais. Et là, à partir de là, c'est devenu vraiment... On a commencé à se rapprocher de la formule actuelle, c'est devenu de plus en plus exhaustif, pour en arriver ensuite au format full couleur qui est 93 ou 94. Quelque chose comme ça. Oui. 92, c'est encore en noir et blanc. C'est ça. 93. J'étais de l'aventure, justement. Marc, justement, oui. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le guide de l'auto? Le contact avec... est-ce que tu penses... Pas au niveau professionnel, mais au niveau de la première fois que tu as ouvert un guide de l'auto puis que tu as découvert ce que c'était. Écoute, tantôt, tu mentionnais que je te le dis tout de suite, j'ai pas acheté la première édition. J'ai pas acheté le tout premier. OK. Moi, j'étais à la fois intéressé par la moto à ce moment-là, l'automobile, mais dans l'automobile, j'avais commencé à acheter en arrivant à Montréal pour aller au collège à la gare centrale, j'achetais Popular Hot Rodding qui se vendait $50. Puis 50 cents. Maintenant, ça va être $50. 50 cents, comme Car Driver aussi. On salue aussi notre collègue Éric Descaries qui devait l'acheter également. C'est sûr et certain. Il était un peu plus vintage que moi en plus, Éric. Bref, à ce moment-là, je m'intéressais un peu à tout. Puis je suis allé fouiller un petit peu, évidemment, avec la nouvelle qu'on a eue. J'étais curieux, je suis allé voir, puis j'ai toute la collection maintenant, mais j'en ai trouvé, il y en a que j'ai trouvé ailleurs. Là. C'est Je pense que j'ai commencé à l'acheter peut-être la deuxième année, mais j'ai, dans mon guide 71, il y a une dédicace de Jacques Duval. Vous savez comment il signait toujours de façon parfaitement lisible. Il avait un peu comme Jean Béliveau, là. Il prenait soin d'écrire son nom de façon très lisible. Alors, j'ai au moins un guide de l'auto dédicacé
par Jacques Duval. Puis mon frère, je vais te faire un aveu, mon frère m'en a refilé 4 copies des années 70. Puis lui aussi avait des dédicaces dans ses livres. Il magasinait à ce moment-là. Puis sinon, c'était mon premier contact avec le guide comme tel. Gabriel? Ouais. Moi, je me souviens pas du premier guide que j'ai feuilleté, mais c'est plus tard que ça, là, clairement. C'est fin des années 70, peut-être même début des années 80, quelque chose comme ça. Fait que j'étais pas très... j'étais pas un lecteur assidu du guide de l'auto dans ma jeunesse. Et c'est juste quand j'ai commencé à faire de la course, puis ensuite quand j'étais impliqué à l'école de pilotage, par la suite, j'ai rencontré Jacques Duval, mais à ce moment-là, c'était dans une autre... Il était dans une autre vie ou dans un autre chapitre de sa carrière à ce moment-là. Ben oui. Mais évidemment, j'étais conscient de sa carrière, du bonhomme, de l'importance qu'il y avait dans les médias au Québec, tout à fait. Hugues? Eh bien moi, paradoxalement, je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai ouvert un guide de l'auto. C'était en France, dans un rayon de la FNAC. Parce que c'était vendu en France? Oui, ils ont tenté de vendre le guide de l'auto en France. Ça n'a pas duré très très longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de Charger Daytona en France. Non, effectivement. C'était en 1990 et j'étais dans les rayons de la FNAC, qui est un magasin un petit peu équivalent à Archambault, on va dire. Et je feuillette comme d'habitude le rayon automobile. Et là, je tombe sur un livre qui parle de voitures américaines en français. Moi qui suis passionné d'américaines anciennes, je suis comme « Oh là là, ça a l'air intéressant ». Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était fait au Québec, parce que y avait que là qu'on pouvait parler d'américaines en français. Okay. Et je l'ai acheté. Et j'ai encore la facture dans le livre. J'ai le livre chez moi. OK. Et c'était fait par Denis et Marc. À ce moment-là, donc l'édition 90. Moi, tu vois, si je me permets, le premier livre que je me suis procuré moi-même, j'avais 9 ans. On est en 1985 et je suis avec ma maman dans un Zellers. Et à côté des caisses, il y a le carnet de route 1986. Et j'ai acheté le carnet de route à l'époque en noir et blanc. L'année d'après, il arrivait en couleur, mais à l'époque, il était en noir et blanc. J'ai acheté le carnet de route 86. Ma mère m'a acheté ça alors que j'étais aux caisses chez Zellers. Wow. Elle devait avoir m'acheté des pyjamas en même temps, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à feuilleter le carnet de route et j'ai fait, mais c'est extraordinaire. Et je pense qu'une semaine après, j'avais le guide de l'auto. Parce que là, j'avais appris que ça existait. Et donc, je me suis organisé pour avoir la deuxième copie. Et là, à partir de ce moment-là, à chaque année, je courais pour obtenir des copies. Alors, soit que j'en recevais en cadeau, mais le libraire à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qu'on appelait la Grand-Rue à l'époque, là, la rue Richelieu, il y avait un libraire qui n'est plus là aujourd'hui. Et lui savait, je devais avoir là 13-14 ans, et quand le livre arrivait, il me mettait déjà une copie de côté que j'allais chercher à vélo. Alors, tu sais, c'était vraiment... Puis j'achetais à l'époque les magazines comme Le Monde de l'Auto, j'achetais le Road and Track, j'achetais un magazine de voitures modifiées qui s'appelait Chrome and Flame aussi, qui était un magazine qui provenait d'Angleterre, si ma mémoire est bonne. Alors, il y avait évidemment une tabagie pas loin de chez moi où là, il y avait énormément de magazines. Il y avait du choix à l'époque. Ouais, c'est ça. Volkswagen Trend aussi, j'achetais ça, les vieux. Alors, il y a eu beaucoup de magazines comme ça. Mais évidemment, ça a commencé avec... Le tout premier, c'était pas, ironiquement, un guide de l'auto, c'était le carnet de route. Mais le guide de l'auto a suivi quelques semaines après ça. Je me souviens de ça. Peut-être maintenant parler de nos premiers contacts avec Jacques Duval, parce qu'évidemment, veut pas, ça a été celui qui a ouvert la voie au Québec pour ce métier-là. On peut pas s'en cacher. Comment Marc, tu en es venu à rencontrer Jacques Duval et à commencer à travailler avec lui? Oui, la première rencontre, on parlait tantôt de l'achat du premier guide. Moi, je me rappelle, j'ai un souvenir assez précis d'avoir acheté le guide. Et je ne me rappelle pas exactement laquelle des éditions, c'est 68, 69, au salon de l'auto, à Place Bonaventure. Puis je me rappelle, il me l'a dédicacé. Alors c'est peut-être mal regardé tantôt, c'est peut-être dans ces éditions-là qui avait aussi une dédicace. Puis je me rappelle qu'il y avait très gentiment... j'ai un souvenir, là, j'ai été 5 secondes... 10 secondes en contact avec lui. Ça, c'est le premier contact. Mais pour ce qui est
de le rencontrer en vue d'une collaboration possible, ben, je connaissais déjà Denis Duquet à ce moment-là. Puis Denis travaillait déjà avec Jacques Duval depuis l'édition 1979, depuis l'édition OK, 79. je m'en allais dire 78, OK. Mm-hmm. OK. C'est ça. Puis là, ils avaient organisé, bon, vous savez comment ça fonctionne, un comparatif de petites, de sous-compacts, en fait, de familiales sous-compacts. Okay. C'est une sous-compacte. Non, K-Car, c'est une compacte. C'est pas une sous-compacte à l'époque. En tout cas, bref, K-Car, Escort et puis une Cavalier. Cavalier, hein? C'est okay. Une Cavalier qu'il y avait. Puis, bon, il y avait besoin d'un troisième larron. Il y avait besoin d'un troisième essayeur, un troisième conducteur. Puis moi, je connaissais Denis, puis on avait cliqué, on avait des atomes crochus. J'étais photographe, puis je travaillais dans le domaine de la moto. Moi, j'étais journaliste moto à l'époque. OK. Mais évidemment, je conduisais là, depuis longtemps. Puis, on a passé une journée, on est allé, entre autres, au circuit Sanaire. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des tours de circuit. J'avais jamais conduit sur un circuit. Avec Jacques Duval, dans une autre voiture, on s'est amusé comme des petits fous. On a pas fait 85 tours, mais ça, c'est marquant. Je me rappelle d'une journée agréable, amusante, et puis Jacques Duval détendu, à l'aise. C'est un homme qui adorait rire. Il avait un bon sens de l'humour, qui avait toutes sortes de facettes. Mais ben, c'est ça. J'ai eu un excellent... J'ai passé une bonne journée, puis ça s'est terminé là. C'est moi qui ai écrit les chiffres sur les boîtes pour vérifier la capacité le volume cargo. Puis ça en est resté là. Mais l'année suivante, quand il était question de faire des essais, il faut dire, hein, je pense que tout le monde, en tout cas nous, on le sait dans le métier, Jacques Duval n'aimait pas les camions, ni les camionnettes. Peut-être encore moins les camionnettes. Et puis, il cherchait quelqu'un pour faire ces essais-là. Mais moi, c'est comme ça que j'ai eu ma chance, que j'ai pu débuter au Guide de l'Auto. Il m'a confié le mandat. J'ai essayé, je pense, une vingtaine de camionnettes et semblables pour le Guide de l'Auto. Puis, ça a décollé comme ça. Moi, j'en ai un souvenir exceptionnel parce que Jacques Duval m'a encouragé, puis m'a fait confiance. Et puis, ça m'a ouvert les portes d'un métier vers le métier que tu pratiques encore aujourd'hui. Que je pratique encore aujourd'hui, c'est ça. Ça va faire 42 ans, là, au mois de mars. Le premier essai, c'était une camionnette Mazda B2000. Voilà. Fait de bouche. Gabriel? Moi, j'ai rencontré Jacques Duval, je pense que c'était en 1983, si ma mémoire est bonne. À cette époque-là, j'étais à l'école de pilotage Jim Russell, au circuit du Mont-Tremblant. À cette époque-là, j'avais 6 ans. Et donc, le fils de Jacques Duval, son fils Pierre, venait commençait à suivre des cours à l'école de pilotage et à compétitionner aussi dans le championnat école que l'on organisait avec des courses à tous les 2 week-ends, des choses-là. Et son père, évidemment, venait assister à quelques-unes des courses de son fils. Et donc, moi, j'ai couru en même temps que Pierre à cette époque-là. Puis c'est là que j'ai rencontré Jacques Duval pour la première fois, qui me semblait un bonhomme tout à fait sympathique, qui était là pour encourager son fils et tout, comme n'importe quel père qui voit son fils débuter en sport automobile, finalement. Et par la suite, à cette époque-là, Jacques n'était plus chroniqueur automobile, il était porte-parole de Ford. On y reviendra un peu plus tard, oui. Mais c'est comme ça que c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et c'est lui, il y a toujours, bon, évidemment, il faisait les pubs de Ford à la télé, à la radio, dans les journaux, les magazines, ces choses-là. La qualité passe avant tout. Voilà, exactement. Mais surtout, aussi, évidemment, son passé de coureur automobile, il y avait un attrait pour le sport automobile et il aimait beaucoup se servir aussi du circuit pour justement faire des tournages de pubs pour certains véhicules qu'il conduisait. Donc, je me souviens, la Ford Probe GT, te souviens-tu de ça? Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'ils étaient venus tourner la pub au circuit Mont-Tremblant avec Jacques Duval qui conduisait la voiture. Et là, c'est Jacques
a eu un peu l'idée que Ford devrait commanditer l'école de pilotage Jim Russell. Ah ouais. Et ouais, puis pendant de nombreuses années, nos véhicules de soutien, c'était des Ford Mustang GT, des Ford Thunderbird Turbo Coupe, des Ford Aerostar aussi pour déplacer les étudiants un peu partout sur le circuit, ce genre de choses. Alors, il y a eu ça. Et puis, avec lui, on avait organisé aussi beaucoup d'événements pour les clients, mais aussi pour des vendeurs de Ford, pour leur faire découvrir c'était quoi conduire une Mustang GT sur un circuit, pourquoi ça... leur montrer finalement comment vendre la voiture par le biais de la performance. Toute la dynamique de la Tempo L. Écoute, sans oublier la version turbo diesel. On a même roulé des Mercury Sable sur le circuit. Oui, monsieur. Et puis des Mercury XR4 Ti et des Mercury Scorpio aussi, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Absolument. Alors donc, et c'est dans ce contexte-là que moi j'ai appris à connaître Jacques Duvall. Évidemment, on le voyait dans son rôle de porte-parole, qui est un communicateur hors pair, clairement. Là, et il y avait une voix aussi pour faire une voix très radiophonique. Là, absolument. Et donc, ça l'a beaucoup servi. C'est véritablement dans ce contexte-là que je l'ai rencontré puis que j'ai transigé avec lui pendant plusieurs années. Et puis c'est là, justement, ce que je te racontais tantôt, là, de temps en autre, il voulait conduire les voitures de Formule, puis là, mais son dos l'en empêchait et tout ça. Mais toujours est-il que c'était un bonhomme qui était assez... et je seconde ce que Marc disait, son sens de l'humour qui était parfois un peu très acerbe. Oui. C'était quelqu'un... Sardonique. Oui, exactement. Et puis, non, c'était quelqu'un qui clairement avait une passion pour l'automobile, qui avait une passion pour la communication, une passion pour le sport aussi, et qui, je pense, voulait aussi faire durer ça dans le temps, puis qu'il y ait une suite à ça. À un moment donné, il était plus en compétition lui-même, mais ils avaient parti, je pense, avec Bob Roy, une équipe qui s'appelait Jacques Duvall Compétition pour essayer d'inscrire des jeunes dans le sport automobile, ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment fonctionné. À titre indicatif, l'école de danse Jacques Duvall, ça n'a rien à voir. Non, en tout cas pas à ma connaissance. Parce qu'il y a une école de danse à Québec qui s'appelle l'école de danse Jacques Duvall. Ça n'a rien à voir avec le principal intéressé. Non, je ne crois pas. Mais c'est comme ça, c'est dans ce contexte-là que je l'ai rencontré. Puis par la suite, évidemment, quand il est revenu au Guide de l'auto, moi, j'étais déjà chroniqueur automobile à la télé à l'époque, puis ensuite avec d'autres publications. Puis je l'ai côtoyé dans des lancements, puis on a roulé ensemble. Je me souviens de la Mazda MX-5 en Californie, puis je faisais écouter un disque de Dire Straits live à the BBC, puis il tripait. C'est ce genre de choses-là. Hugues? En fait, moi, c'est à partir de 2002, quand je suis devenu journaliste automobile, que je l'ai croisé simplement dans des voyages de presse. Et j'ai pas vraiment de souvenirs précis, puisqu'on n'a jamais roulé ensemble. Ah oui? Ouais. Pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Moi, c'est drôle parce qu'évidemment... toi, c'était en culotte courte, je pense, que tu l'as rencontré la première fois. En fait, la première fois que je l'ai rencontré, lui ne s'en souvient pas. Ouais. Alors que j'étais jeune adolescent, je collectionnais déjà des brochures de voitures. Et j'étais arrêté... alors, ça veut dire en 1989, j'imagine que c'est en 1989, j'ai été arrêté chez un concessionnaire Ford à Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelait Mistral Ford à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, pour aller chercher des brochures en vélo. Comme je faisais la tournée des concessionnaires une fois aux 6 mois, là, et puis j'allais chercher des brochures, puis je lisais ça le soir, puis je découpais des photos, puis je collais ça sur mes murs, je m'amusais. Et Jacques Duvall était au concessionnaire, par hasard, pour... Quelle raison? J'ai aucune idée. Mais je me souviens de le voir, de figer, d'être trop gêné pour aller le voir, et il est disparu. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que Jacques Duvall demeurait dans ma région. Et quelques années plus tard, j'ai su où il demeurait. Il avait une belle maison sur le bord du Richelieu, pas loin du collège militaire. Et à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon vélo et je suis allé cogner à la porte chez lui directement. C'est cool. Et j'ai fait ça, je vous dirais peut-être 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, il n'était pas présent, mais sa femme Monique était présente, répondait à la porte, super gentille, me reconnaissait chaque fois. Et il m'a dit, ben non, Jacques n'est pas ici, écoute, tente ta chance une prochaine fois. Puis bon, finalement, c'est jamais arrivé. Mais je me souviens, lorsque Monique ouvrait la porte,
de voir au fond du corridor de la maison une collection invraisemblable de CD. C'est la seule image dont je me souviens, parce qu'évidemment, le corridor devait donner sur le salon qui lui donnait sur la rivière. Et de voir une collection invraisemblable de CD, ça m'est resté en tête. Et quelques années plus tard, là, on se retrouve en 1995 ou 96. J'ai un ami dont la mère est propriétaire d'une marina à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Ça s'appelle la marina Le Saint-Tropez. Ça existe toujours d'ailleurs. C'est maintenant sa fille qui tient ça. Elle organisait annuellement un petit salon de l'auto local avec les concessionnaires d'Iberville et de Saint-Jean où ils allaient exposer leurs véhicules une fin de semaine. Puis bon, les gens allaient voir ça. Et Jacques Duval était invité d'honneur. Et j'arrive là-bas, je le vois. Je m'en vais à sa rencontre, je me mets à parler avec lui, puis là, le mâche-patate n'arrête pas. Je parle voiture, je devais être particulièrement agaçant. Mais il y a quand même... Il n'y a rien qui a changé dans ton cas, finalement. Non, absolument. mais toujours est-il qu'il m'a invité à ce moment-là. Il dit, écoute, je suis en train de faire des essais d'une Passat TDI qui venait d'arriver sur le marché. Mm-hmm. Embarque avec moi, on va aller faire un tour. Alors moi, c'est le rêve. Tu sais, comme j'ai déjà dit, ça aurait pu être une Lada Samara, je m'en serais complètement sacré. En même temps, la Passat, c'était pas une 911, là. TDI, c'était pas une bombe. Mais on est allé se promener dans les rangs de campagne à Saint-Blaise, sur Richelieu, et il y a un petit rang qui s'appelle le rang de l'église, qui était essentiellement une ligne droite de 3 km où tu peux faire à peu près ce que tu veux sans jamais te faire achaler. Et bon, évidemment, à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire, mais il immobilise la voiture en plein milieu du rang. Je pense qu'il y avait une Tag Heuer au poignet. Il prend son chronomètre et puis c'est un départ. Et là, il part puis il fait un 0-100 km/h avec la voiture, mais c'est une Passat TDI, fait que ça a pris 12 secondes et demie. Et moi, de lui suggérer par la suite, écoute, je vais débarquer de l'auto, restez-le. Des fois que ça serait plus rapide. Il a gagné quelques dixièmes de seconde comme ça. Ben oui. Il m'a rembarqué dans la voiture après. On a continué, on a jasé un peu. Et on est revenu à la marina. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit écoute, ça te tenterait-tu de participer à un match comparatif de la prochaine édition du Guide de l'auto? Alors moi, je tenais plus à terre. Et là, il me dit wow. Denis va t'appeler, puis on va t'organiser ça. Bon, Denis étant Denis Duquet. Ouais, et c'est à partir de ce moment-là, dans l'édition... en 1997, pour l'édition 98, que j'ai commencé à participer à des matchs comparatifs. J'ai fait les fiches techniques quelques années plus tard. Et puis, nos routes se sont séparées le jour où je suis allé travailler pour une entreprise qui s'appelait auto123.com à l'époque, avec qui, pour laquelle il avait commencé à écrire des textes. Et finalement, pour une raison que je n'ai jamais su, le contrat s'est arrêté abruptement. Et lui, sachant que moi, je travaillais chez Auto123, à partir de ce moment-là, il ne m'a plus invité, mais je l'ai recroisé pas longtemps après, puis pendant quelques années, dans plusieurs événements, jusqu'à partir de 2010, où là, il a un peu quitté le métier. Ouais, Jacques Duval, essentiellement, ça a été mon premier pied dans l'engrenage du métier que je pratique aujourd'hui, là, essentiellement. Je veux parler, évidemment, de son passage chez Ford, parce que pour un chroniqueur automobile, c'est à peu près invraisemblable de dire « je vais aller être porte-parole d'une marque automobile ». Oui, il faut dire qu'à l'époque, Ford n'avait pas nécessairement une très, très bonne réputation dans ces années-là, mais ça s'améliorait un peu. Mais surtout, je pense que Ford voulait... Il reconnaissait que Jacques Duval, chroniqueur pour le Guide de l'auto, était une référence. Et il voulait avoir un journaliste compétent, un chroniqueur compétent comme porte-parole, plutôt qu'une simple vedette de la chanson ou de la télévision, des choses comme ça. Autrement dit, quelqu'un qui non seulement est connu du public, mais est connu du public justement parce que c'est une sommité en la matière. Exactement, sa crédibilité. Donc, c'est pour ça que Jacques Duval est allé là. À partir de 85 à peu près, là, on est autour de ça. Exact. Et donc là, lui, il était... Premièrement, ça a été très lucratif pour lui parce que, il avait signé un excellent contrat avec Ford et ce contrat-là a été renouvelé pendant de nombreuses années. Et Ford devait être content parce qu'il s'assurait en même temps que Jacques Duval ne fasse pas de critiques négatives de leur véhicule, ce qui aurait pu être très possible. C'est ça. Et là, pendant ce temps-là aussi,
pendant que Jacques est chez Ford, c'est là que Denis et Marc ils ont assuré la relève là, pour le guide de l'auto, parce que, bon, lui, il signait plus. Je pense à cette époque-là, il signait plus, évidemment, plus de texte sur les voitures. Je pense qu'il faisait encore la préface. Marc, tu me corriges si je me trompe, là, mais je pense qu'en 86, Marc... C'est en 86 qu'il avait fait un dossier intéressant sur l'histoire du guide de l'auto, qui était un peu une critique. Oui, vas-y, Marc. Oui. Non, j'allais dire, il a été présent, entre autres, il a fait écrit toute une section pour le 25e anniversaire du guide. Je ne me rappelle même pas laquelle des éditions, mais il a écrit plus qu'un dossier. On dit un dossier, un survol, mais tu as raison, Antoine, c'était déjà assez exhaustif, puis il a pris énormément de plaisir à renouer avec l'écriture là, dans ses... Parce qu'il a été porte-parole chez Ford. Moi, je me souviens des publicités. Puis c'est sûr qu'avec le recul, à l'époque, quand on voyait les pubs, tu voyais des pubs de Ford Probe, de Ford Taurus, d'Aerostar puis de Ranger. Tu trouvais ça cocasse. Mais sachant aujourd'hui qu'il détestait les camions à s'en confesser, c'est pas vrai qu'il trouvait qu'un Aerostar Eddie Bauer, c'était dans ses cordes. Là. Non, exactement. Et lui, il aimait les voitures de sport. Et moi, j'ai un pamphlet dans ma collection de catalogues. Une édition spéciale de Thunderbird, Jacques Duval. Oui, absolument. Es-tu sérieux? Ah, oui, ils ont fait ça. Exactement. Ah oui, OK. Oui, tout à fait. Vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas ça. OK. Et la raison pour laquelle tu l'avais croisé justement à ce concessionnaire à Saint-Jean-sur-Richelieu quand tu étais jeune garçon et tu n'avais pas osé l'aborder, ça faisait partie ça aussi de son mandat avec Ford. C'était de visiter les concessionnaires, de rencontrer les équipes de vendeurs, de rencontrer les équipes de direction. Aujourd'hui, ils mettent des chronoplaces, des vedettes dans les salles de montre. Mais tu sais, il y avait aussi, ça faisait partie de son mandat chez Ford, c'est d'assurer un certain lien avec les concessionnaires et de justement aussi des fois d'aller rencontrer le public à certaines occasions là, lors d'événements spéciaux en concession. Bon, évidemment, il y a eu un passage chez Ford qui a duré pratiquement une décennie. Si ma mémoire est bonne, il est revenu dans l'industrie en 93-94. Mais là, ça a été un petit peu plus... compliqué? Je ne veux pas dire compliqué, mais je veux dire controversé de voir Jacques Duval revenir. Parce que là, veut pas, malgré tout le talent qu'il avait, on le connaissait, excellent écrivain, excellent conducteur, bon critique, tout ça. Est-ce qu'il allait être biaisé dans ses critiques, sachant qu'il avait travaillé chez Ford pendant pratiquement une décennie? Et moi, je me souviens de lire des textes en 95, 96, 97 de produits Ford par Jacques Duval où il les démolit là, sans scrupule. Alors, ça sentait... Je ne veux pas dire que ça sentait la vendetta, mais il a tenté, je pense, de prouver qu'il pouvait être... critique, même s'il avait passé une dizaine d'années ou bref, 8-9 ans chez Ford. Là. Ça, lui seul connaît la réponse à cette question-là. Mais moi, je me souviens de voir ça. J'ai l'impression que... Jacques Duval avait des opinions tranchantes, tranchées, et puis il y avait tous les outils qu'il faut pour les rendre de façon... j'allais dire spectaculaire et convaincante. Là. Il y avait la manière de dire ces choses-là. Puis quand il décidait que... Puis ça, on le voit, on le retrouve dans ses textes. Là. Quand c'est exprimé, ça peut pas être plus clair que sa manière de livrer ses impressions. Et d'ailleurs, tu sais où il campe. Et d'ailleurs, quand tu lis un guide de l'auto des années 80 ou même début des années 90, les textes n'étaient pas signés par l'auteur. Et aujourd'hui, si je lis un guide de l'auto de 1984, je suis clairement capable de dire quel est le texte que Jacques Duval a écrit versus Denis, par exemple. Tu sais, ça, c'est plus évident. Il y avait son style bien à lui, évidemment. Mais évidemment, il est revenu dans le guide de l'auto en 94-95 et l'aventure a duré jusqu'en 2005 au moment où il a vendu le guide de l'auto à une entreprise qui s'appelait LC Media. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à le voir je ne veux pas dire disparaître complètement, mais il a commencé à ralentir un petit peu au niveau du métier, là. Oui, tout à fait. Je pense que quand il a vendu le guide de l'auto à LC Media,
c'était pas vraiment bien entendu avec les acheteurs. Avec les acheteurs Ouais. pour l'orientation, puis l'avenir de la marque, ce genre de choses-là. Et là, il était plus à ce moment-là un des piliers du guide de l'auto. Et les gens de LC Media, à ce moment-là, m'ont approché, moi, pour me joindre à l'équipe du guide de l'auto. D'ailleurs, mon premier guide de l'auto, c'était où j'étais collaborateur, c'est 2005, l'édition 2005. Donc la première année, OK. Exactement. Dès qu'il y a eu cette transition-là, dès que Jacques, finalement, a vendu le guide de l'auto à LC Media, c'est à ce moment-là qu'il s'est retiré, puis eux sont venus me chercher, là, finalement. Il est quand même demeuré passionné de voitures. Il s'est procuré des belles voitures. J'ai parlé à un type tout récemment qui s'est procuré il y a quelques années ce qu'il appelle la Dame en bleu, c'est-à-dire un cabriolet Mercedes 1995 qu'il bichonne corps et âme. Alors, Jacques Duval avait acheté une E320 cabriolet 95 qu'il a gardé plusieurs années et qu'il a vendu à ce type-là. La voiture est toujours dans un état impeccable. Il avait eu une 911 Targa aussi à cette époque-là qu'il a vendue, qui est dans une collection privée aujourd'hui. Il est quand même demeuré un passionné de voitures pendant très longtemps. Et je pense de mémoire qu'une de ses dernières passions, ça a été l'arrivée de Tesla. Ah oui. Oui, tout à fait. Oui. Il en a parlé beaucoup. Hein? Ouais, mais tu parlais justement de la E cabriolet. Il avait acheté cette voiture-là. Il avait fait un voyage à travers les États-Unis et le Canada avec sa femme Monique à l'époque. Et par la suite, plus tard, il avait vendu cette auto-là. Et plusieurs années après le décès de Monique, il voulait avoir une voiture semblable. De ces années-là, il mandatait un courtier. Et le courtier avait retracé l'exacte voiture dont il était propriétaire à l'époque. Ah oui. Alors, c'est comme ça. Alors, cette voiture-là, Jacques Duval l'a eu, quelqu'un d'autre l'a eu. Jacques Duval l'a racheté. Et il l'a vendu. Et l'a revendu par la suite. Oui. Mais pour te dire jusqu'à quel point, imagine cette histoire. Tu vis des moments extraordinaires avec ta femme décède, tu vends la voiture, tu as des regrets, tu veux retrouver une voiture semblable ou dans le même genre, le même modèle, la même année, ces choses-là. Et il retrouve exactement le véhicule dont il était propriétaire avant. C'est incroyable, ça. Et la différence avec la Porsche 904, c'est que ça, il était capable de la racheter pour un prix raisonnable. Exactement. Mais Tesla, tu as raison, parce que sa conversion à l'électromobilité, ou en tout cas à la voiture électrique, c'est venu sur le temps, parce que pendant longtemps, il ne croyait pas vraiment à ça. Et puis finalement, quand il a découvert la Tesla, il a découvert évidemment, le couple instantané des moteurs électriques. Mais la Model S, quand c'est arrivé, c'était quand même... Ça a été un game changer. Ben Oui, absolument, tout à fait. Parce que et Tesla, ils sont allés piquer des ventes chez Mercedes, chez BMW, chez Porsche avec ça, parce que tous les gens qui voulaient avoir une voiture de luxe ou de prestige, qui voulaient avoir the new hot thing, la nouvelle affaire hot. C'était ça. C'était ça. C'était pas de racheter une autre BMW ou une autre Mercedes, c'était d'aller dans cette autre direction qui était la Tesla, la voiture qu'à l'époque, tous les gens qui avaient des sous voulaient avoir. Puis à cette époque-là, c'était des voitures qui, quand Tesla a commencé, ils vendaient 50% de leurs modèles en Californie, dans deux comtés. Ouais. Marin County puis Orange County, donc proche de San Francisco, puis proche au sud de Los Angeles. Ils vendaient 50% de leurs voitures-là, de leur production. Mais Jacques Duval, quand il a découvert ça, il était véritablement séduit par cette idée de cette voiture qui accélérait aussi vite et qui n'émettait aucune pollution directe aussi. Ouais. Et dans lui qui a pollué toute sa vie avec toutes les machines de rêve. Et les voitures de course et tout. Absolument, tout à fait. Mais ce qui lui a fait mal, puis le temps file, messieurs, il nous reste à peine 2 minutes là, avant qu'on puisse conclure. Alors, ce qui lui a fait mal, moi, j'ai rencontré lors d'un banquet un de ses très, très grands amis, Richard Petit, qui est un collectionneur de voitures, tout à fait, qui m'a dit, écoute, le jour où Jacques Duval a vraiment perdu son permis de conduire, ça lui a fait très, très, très mal. Mentalement parlant, là, ça a été difficile. Il a commencé à perdre, évidemment, de ses capacités cognitives tranquillement. Et là, le jour où il n'y avait plus de permis de conduire, ouch! Moi, j'ai rencontré Jacques Duval pour la dernière fois physiquement dans un événement à Québec, juste avant la COVID, en fait. On a co-animé une soirée ensemble. Mais c'est Richard Petit qui l'avait conduit là-bas.
pour co-animer la soirée. Et j'ai une photo que j'ai partagée sur ma page Facebook cette semaine, évidemment, en hommage à tout ça. C'est la dernière fois que je l'ai rencontré. J'ai tenté, évidemment, comme j'ai dit un peu plus tôt, de pouvoir discuter avec lui à quelques reprises par la suite, mais c'en était trop difficile cette fois-là. Si vous avez un dernier mot peut-être à mentionner quant à Jacques Duvall? Écoute, son amour de la langue française. Ben ouais. Parce que quand il a commencé à faire ce métier-là, tout le monde parlait avec le jargon des anglicismes, de strap, de fan, au lieu... Alors lui, courroie... Des pattes de break. Exactement, courroie de ventilateur. Un windshield. Un dashboard. Ouais. Lui, c'était planche de bord. Donc, véritablement, d'utiliser les termes français appropriés, ça... Et de les faire connaître aussi. Exactement, de les faire connaître. Mais effectivement, son amour de la langue française et ses textes qui étaient vraiment bien tournés. Et encore une fois, un communicateur hors pair. Marc? Oui, c'est ça. Moi, en fait, c'est pas compliqué. Je vais le dire, moi, avec un québécisme, si on parle de quelqu'un qui avait un grand amour, un grand respect pour la langue française, Jacques Duvall a déniaisé les Québécois par rapport à l'automobile. Il nous a ouvert des horizons qui nous étaient inconnus. On était tous des amateurs et des consommateurs de voitures américaines. De Jacques Duvall, j'ai appris d'abord qu'une voiture, c'était pas conçue seulement pour aller en ligne droite, que les virages, ça existe, au grand désespoir de mes parents et frangins, frangines, quand je prenais des virages, en sortant de la 132, en tout cas. Bref, c'est ça, le souvenir d'un grand passionné qui a vécu sa vie à fond. Je pense que on peut le saluer pour ça. Garder ce souvenir-là de lui, entre autres nombreux souvenirs. Hugues? Moi, ça va être quelqu'un qui a quand même créé quelque chose qui a changé le journalisme automobile, pas seulement au Québec, mais moi je dirais carrément au Canada. Il y a un avant et un après Guide de l'auto. Il y a un avant et un surtout après 67. Surtout dans ton cas où tu as acheté un livre en France et tu as décidé de t'en venir ici. Ça a un petit peu participé à la décision, très légèrement, mais oui, ça faisait partie de l'équation, on va dire. Moi, écoute, je terminerai en disant que pas de Jacques Duvall, peut-être pas de carrière en ce qui me concerne. Est-ce que j'aurais trouvé cette même passion-là s'il n'avait pas été là? Difficile à dire, évidemment, mais c'est clair qu'il fait partie prenante de mon parcours, qu'il a été une influence, puis qui m'a ouvert des portes à mes tout débuts pour que je puisse tracer ma voie et parler avec vous aujourd'hui. Alors, je souhaite mes plus sincères condoléances à toute sa famille, évidemment. Et puis, merci, M. Duvall, d'avoir pavé la voie vers le métier qu'on pratique tous aujourd'hui. Absolument. Merci, messieurs, d'avoir pris part à cette discussion-là. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de Jacques Duvall dans les prochains jours. Ça va se promener pas mal. Je pense qu'un dossier s'impose dans la prochaine édition papier du Guide de l'auto, un survol de la carrière de Jacques Duvall. En tout cas, moi, je soumettrai ça à notre prochaine réunion de production. Tu viens de te magasiner un 16 pages, mon Gabriel. Merci tout le monde. Bonne semaine à tous. Bye-bye. Salut. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.